la force, beaucoup de... Ah, ça aussi, c'était funky un peu. OK, on continue. Au niveau des programmes de financement, donc 140 programmes sur le répertoire, les programmes fédéraux, provinciaux et régionaux, répertoire aussi avec 200 outils. Les portraits d'entreprise, vous les voyez passer notamment sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, notre objectif, c'est vraiment de présenter les projets. Cette semaine, on a aussi sorti une vidéo sur le projet de Transcontinental qui a été financé par le Fonds Écoleader. On continue. En ce qui a trait au programme de financement, bien, comme je vous le disais, c'est un programme de financement qui permet de financer vos projets avec les experts. C'est vraiment un moment privilégié ou un programme privilégié pour contribuer à alimenter la prise de réflexion, la prise de décision, les réflexions des gestionnaires d'entreprise. Donc, c'est des projets qui permettent de voir quelles sont les opportunités au niveau des technologies propres, des pratiques d'affaires éco-responsables, de voir les périodes de retour sur investissement, les différents coûts, de bâtir des plans d'action pour voir comment tout ça peut être mis en place au sein de l'entreprise. Donc, comme je le disais, c'est un programme qui permet un peu de combler cet espace-là qui était vide pour les entreprises. Donc, comment passer à l'action, comment aller dans les premières étapes de la réflexion, comment avoir toutes les données en main pour implanter des pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres. Quelques mots sur le programme. Donc, il y a deux volets. Un volet entreprise individuelle qui peuvent déposer un projet pour, bien sûr, engager un expert. Donc, une entreprise, un expert, le plus traditionnellement. Le volet cohorte d'entreprise, je vais laisser Véronique en parler, bien sûr, mais c'est un volet qui permet à un coordonnateur, dis-je, d'engager plusieurs entreprises dans une démarche avec des objectifs communs, souvent des thématiques communes. L'objectif, c'est de faire des économies d'échelle et vraiment avoir un effet levier. Souvent, c'est dans un secteur d'activité en particulier. Ça peut être aussi dans une région en particulier. Donc, c'est des beaux projets et ils sont de plus en plus nombreux là, dans le cadre du Fonds Écoleader. Dans le cadre des deux volets, les subventions maximales accordées par entreprise, c'est 30 000 $ pour un projet de pratique d'affaires éco-responsable et 50 000 $ pour un projet en technologie propre. Le Fonds Écoleader finance jusqu'à 50 % des dépenses admissibles pour le projet. C'est possible d'aller jusqu'à 75 % en financement public, donc en ajoutant un 25 %. Et les fonds privés, bien sûr, c'est la portion qui reste, donc de 25 à 50 % du montage financier. Et là, je vous invite vraiment à tenir bon, à nous suivre. Je sais que ça fait plusieurs semaines qu'on vous parle du programme, de la révision des critères. Et oui, il serait plus intéressant pour les entreprises. En ce moment, ce n'est pas entre nos mains. Tout est prêt, mais les choses s'en viennent bientôt. On a hâte de pouvoir vous présenter ces nouveaux critères-là. Donc, inscrivez-vous à l'infolettre. Il y aura aussi des communiqués de presse qui seront diffusés là, à travers toutes les régions là, pour vous parler des nouveaux critères. Donc, tenez bon, mais je pense que vous allez être contents. En tout cas, nous, ça nous rend heureux. Un dernier petit bilan sur l'enveloppe. Donc, 348 projets qui ont été déposés jusqu'à maintenant au Fonds Écoleader pour près de 5 millions remis aux entreprises par le programme. Donc, et 1 million en traitement. Là, donc, on est bientôt à 6 millions. Qui ont permis de toucher 900 entreprises quand même. On approche bientôt du 1000. Et sur cette enveloppe-là, 45 % étaient liés là, vraiment à des projets de technologie propre. On s'appelle de l'objectif de 35 %. 66 projets terminés. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, on essaye de suivre justement les investissements qui sont prévus par les entreprises qui ont été financées par le Fonds Écoleader. On garde en tête quand même qu'il s'agit d'études. Donc, souvent, au moment de terminer le projet, qu'on fait les rapports finaux, les entreprises n'ont pas nécessairement effectué toute leur réflexion autour des données qu'ils ont pu avoir. Donc, ils ne savent pas nécessairement s'ils vont passer à l'action ou plutôt quelles sont les modalités de l'action. Donc, on peut estimer que, bon, on parle de 15 millions en investissement prévus suite à ces projets-là qui sont terminés, mais c'est probablement beaucoup plus. Et nous, on va se doter des moyens de suivre,
de différents moyens de suivre là, ces investissements-là pour voir l'impact réel du fonds éco-leader. Pour les types d'entreprises financées, c'est majoritairement des entreprises à but lucratif, mais aussi, bien sûr, des entreprises d'économie sociale. Les secteurs d'activité qui se démarquent, la fabrication est là, les services immobiliers, donc les entreprises qui gèrent donc, plusieurs bâtiments. L'agriculture est très forte aussi, ça fonctionne bien. Le commerce de détail, on sera bientôt là, au sommet HOP sur le commerce de détail d'ailleurs. Et puis, au niveau de la répartition géographique, bien sûr, les régions là, avec les grandes villes, là, donc Montréal, Québec sont là, mais on remarque aussi que d'autres régions se démarquent, notamment à cause de la présence des experts qui sont très, très actifs dans ces régions-là, ou même des agents qui savent attirer plus de projets. Donc, voilà, c'est des dynamiques intéressantes. Et au niveau peut-être des cohortes, c'est ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, sur les 348 projets déposés, il y a 47 projets de cohortes qui regroupent près de 500 entreprises quand même. Sur le 4,8 millions d'engagés, on est à 1,5 million pour les projets de cohorte et le coût moyen de ces projets-là est de près de 30 000 $. Et puis, au niveau des thématiques les plus souvent visées, bien, ça ressemble finalement un peu au portrait global pour le Fonds éco-leader. Les démarches du développement durable sont toujours très fortes, donc, parce que c'est souvent la porte d'entrée pour les entreprises, mais l'efficacité énergétique, la gestion des matières résiduelles, la gestion de l'eau sont aussi très, très présentes. Donc, je terminerai en vous disant de vous connecter au maximum sur nos réseaux sociaux pour avoir de nos nouvelles, l'infolettre, aller voir le guide du demandeur pour répondre à toutes vos questions. Et puis, je vais passer la parole à Véronique en vous disant que si vous avez des questions, on n'y répondra pas aujourd'hui parce que le temps est limité, mais on vous demande de les écrire dans le chat. Nous, bien sûr, nous allons collecter, rassembler avec amour toutes vos questions et répondre là, par un courriel là, suite au webinaire là, dans la prochaine semaine. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir réponse à toutes vos questions. Un gros merci. Désolée pour cette présentation express. Je me suis étonnée moi-même, mais voilà, dans la vie, on s'adapte puis on garde le sourire. Vas-y, Véro. Merci, Amélie. Bon, mais c'est ça. Merci, Amélie, pour la présentation Fonds éco-leader Global. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Fonds éco-leader, c'est une grosse initiative. Donc, à chaque fois, on se permet un peu de vous donner un état de situation où ça en est. Je pense que c'est nécessaire aussi de faire un point pour ceux qui ne connaissent pas encore le programme de financement, de revenir un peu sur qu'est-ce qu'on peut financer dans le programme. Mais maintenant, on est rendu au point où on va vous parler des cohortes d'entreprise, le volet 2 du programme de financement, pour vous dire qu'est-ce qu'on peut financer comme projet de cohorte, quelles sont les démarches qu'on doit faire quand on veut créer un projet de cohorte et pourquoi on devrait créer un projet de cohorte d'entreprise. Donc, il s'agit vraiment du volet 2 du programme de financement qui vise à permettre aux coordonnateurs de cohorte d'aider plusieurs entreprises à adopter des pratiques d'affaires éco-responsables et à se préparer à l'adoption de technologies propres. Dans un contexte de quoi? Dans un contexte de partage d'expérience et dans un partage de ressources. Donc, un peu plus concrètement, pourquoi créer une cohorte d'entreprise? Tout d'abord parce qu'on souhaite pouvoir partager les ressources de façon à maximiser l'efficience du projet. Donc, quand on regarde un projet de cohorte d'entreprise, on s'attend à avoir certaines économies d'échelle qui sont liées à la mutualisation de certains services, de certains frais, de certains outils qui peuvent être développés, mais aussi à des économies d'échelle qui peuvent être liées à des déplacements justement parce qu'on a un élément de proximité dans les entreprises membres de la cohorte. Un projet de cohorte, ça permet aussi au regroupement d'entreprises de mobiliser leur réseau. Quand on parle de regroupement d'entreprises, on parle autant des associations, regroupements, fédérations, corporations qui ont un lien dynamique avec leurs membres. Et de par leur statut, de par leur rôle, il y a une pertinence vraiment à ce qu'ils aillent mobiliser leurs membres, leur réseau, pour avoir un impact sur l'adoption des pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres auprès de leurs membres. Donc, il y a vraiment un rôle stratégique de ces organismes-là. Et du même coup, ces organismes vont pouvoir avoir l'opportunité de renforcer leur positionnement dans le domaine. On le sait, hein, quand on fait un projet
en pratique d'affaires co-responsables, technologie propre, que ce soit volet 1, volet 2, il y a toujours une notion d'acquisition de connaissances derrière tout ça. Oui, on aide l'entreprise à améliorer son bilan environnemental. Du fait même, on aide l'entreprise à renforcer son positionnement, à avoir une meilleure compétitivité sur le marché. Mais il y a toujours une notion d'apprentissage là-dedans. Puis la force d'une cohorte, c'est que ça permet justement de dégager certaines connaissances qui permettront aux associations, aux regroupements de vraiment renforcer leur positionnement au sein de leurs membres, dans le domaine, que ce soit dans un secteur d'activité, que ce soit au niveau d'une proximité régionale, d'une chaîne de valeur, d'une expertise quelconque. Donc, il y a cet avantage-là. Et je le disais au début aussi, une des raisons d'être de créer une cohorte, c'est aussi le partage d'expérience. Certains projets de cohorte vont être favorables à ce qu'il y ait un partage d'expérience entre les entreprises pour susciter un plus grand engagement et mobilisation des entreprises membres. C'est vraiment l'esprit de cohorte qu'on va aller chercher. Donc, c'est toute la mise en relation de différentes entreprises, par exemple, dans un projet commun. Il y a certains projets qui vont davantage favoriser l'émulation entre les membres parce que c'est des entreprises qui sont toutes dans une première démarche de développement durable. On va pouvoir porter la réflexion plus loin par l'apport d'informations que chacune des entreprises peut venir amener au projet de cohorte. On peut trouver des solutions à des enjeux communs, donc surmonter des obstacles communs de par la force d'un réseau ou la mutualisation des services qu'on va recevoir. Donc, la création d'une cohorte, c'est vraiment la mise en commun d'entreprises pour réaliser des projets, toujours dans un esprit de partage d'expériences et des ressources ou de ressources. Dit en d'autres mots, ça donne différents types de cohortes. Pas que ça influence aucunement l'admissibilité, les dépenses, tout ça, les technicalités que je vais vous présenter là, un peu plus loin, le niveau logistique programme, mais ça donne des cohortes qui regroupent des entreprises ayant, par exemple, un projet commun. Donc, ils vont mettre en commun les coûts du projet, mutualiser certaines activités parce qu'ils ont un intérêt ensemble à réaliser un projet commun, à trouver des solutions communes. On peut avoir un autre exemple d'un projet d'économie circulaire dans lequel on a des entreprises qui veulent, certains ont des extrants, d'autres ont besoin d'intrants. Donc, il y a toute la circularité entre les besoins des entreprises qui peuvent faire l'objet d'un projet de cohorte. On a des cohortes aussi qui peuvent être axées sur un secteur d'activité. Donc, les membres de la cohorte, ça va être des entreprises d'un même secteur d'activité parce qu'il va y avoir un élément, par exemple, l'expert qui va réaliser le projet va pouvoir trouver des benchmarks, des gabarits de rapports qui vont être similaires pour l'ensemble des entreprises membres de la cohorte. Donc, à ce moment-là, on a vraiment une maximisation des ressources du projet de par certains éléments qui sont communs aux entreprises. Il y a des cohortes qui vont être simplement regroupées de par la proximité régionale. Donc, c'est des entreprises d'une même ville, d'une même municipalité, d'une même région dans lequel on va avoir une optimisation, ne serait-ce qu'au niveau des déplacements de l'expert pour aller faire les rencontres des entreprises. Donc, c'est une autre façon de parler d'économie d'échelle. Et il y a aussi les entreprises d'un même actionnaire majoritaire, c'est-à-dire que parfois on voit plusieurs entreprises qui sont incorporées individuellement, mais qui en réalité appartiennent à un actionnaire majoritaire, au même actionnaire majoritaire. Et donc, bien que ces entreprises-là parfois présentent des particularités qui leur sont propres, ils ont un tronc commun, certains éléments, certaines recommandations que pourrait faire l'expert touchent à la gestion de l'ensemble de ces entreprises-là. Et donc, on pourrait avoir des économies d'échelle dans la rédaction, l'émission de recommandations qui sont communes aux entreprises, etc. Donc, il y a certains contextes dans lesquels on voit qu'il y a une raison, il y a une valeur ajoutée de créer une cohorte. Si on la voit et que vous n'y avez pas pensé, bien, on peut vous dire « ce serait intéressant parce que vous pensez faire une cohorte, ce serait intéressant pour vous de le faire ». Donc, le Fonds EcoLeader peut se permettre de proposer la création de cohortes comme ça. S'il y en a qui sont moins à l'aise avec la création de cohortes, il y a pensé aussi qu'on peut faire un projet individuel, puis par la suite se familiariser avec le programme. Là, je parle notamment des experts ou des futurs coordonnateurs qui pourraient ensuite réaliser des projets de cohorte une fois qu'ils ont mieux compris le roulement du programme. Donc, ça peut faire partie des éléments qu'on peut faire.
Mais pour bien je vous parle de coordonnateur, je vous parle d'expert, pour bien vous faire comprendre qu'est-ce que c'est la dynamique d'une cohorte, je vais davantage vous expliquer quels sont les rôles qu'on s'attend d'un coordonnateur et d'un expert, sachant que dans la cohorte, il y a bien sûr aussi les entreprises membres de la cohorte. Le coordonnateur de cohorte, qu'est-ce qu'il fait très concrètement? C'est le pôle central de la cohorte. Son nom le dit, hein, il coordonne tout ce qui est la dynamique de la cohorte. Donc, on parle de prime abord du recrutement des entreprises membres de la cohorte et ça, c'est très important. Le recrutement se fait avant le dépôt du projet. Avant qu'on se fasse présenter un projet, on doit savoir quelles entreprises vont être membres. Donc, le coordonnateur va devoir recruter les membres avant et s'assurer que les entreprises s'engagent à être membres de la cohorte. Pourquoi c'est avant? Parce que bien sûr, l'offre de service qui va nous être présentée, le projet qui va nous être présenté, le coût total de ce projet-là va être impacté par les services qui sont offerts à ces différentes entreprises-là. Donc, combien d'entreprises seront membres de la cohorte? Et donc, tout le recrutement se fait, comme je vous dis, avant le dépôt de projet. Il n'y a pas de recrutement en simultané pendant le projet. Le coordonnateur est bien sûr, après ça, responsable de monter la demande de financement et de la déposer. Donc, il dépose le projet de cohorte. Il prévoit, il pense le projet de cohorte. Il agit en son nom et au nom des entreprises membres de la cohorte. Il s'assure de la reddition de comptes auprès du FAQDD, gestionnaire du programme de financement. Donc, fait le suivi, vraiment l'interlocuteur officiellement reconnu par le Fonds EcoLeader parce qu'en réalité, c'est le coordonnateur de cohorte qui va signer la convention de subvention qu'on a quand on accepte et on finance un projet. Je vais vous décrire un peu plus, de façon un peu plus concrète comment se fait le dépôt de projet par la suite. On regardera les autres éléments logistiques du dépôt de projet. L'expert, son rôle, quant à lui, l'expert offre bien sûr ses services spécialisés selon ses compétences, selon son créneau en matière de pratiques éco-responsables ou de technologies propres. Et donc, il accompagne les membres de la cohorte tout au long du projet parce que c'est lui qui offre le service en tant qu'expert, c'est lui qui offre l'expertise pour solutionner les enjeux et répondre aux besoins des entreprises. Et il facilite la reddition de comptes auprès du coordonnateur de cohorte parce que, bien sûr, il y a tous les livrables qui sont réalisés, les rapports, tout ça, les éléments d'information que le coordonnateur doit colliger pour pouvoir les donner par la suite dans la reddition de compte finale. Donc, l'expert est un facilitateur aussi, bien sûr, là-dedans. Je vais vous préciser certains éléments. Il y a 3 différentes dynamiques de coordination. Il y a le cas où le coordonnateur ne joue pas, n'est ni une entreprise membre de la cohorte, ni l'expert. C'est, par exemple, je vous disais tout à l'heure, un regroupement d'entreprises, une association qui voudrait amener ses membres, jouer un rôle porteur pour amener ses membres à adopter davantage de pratiques d'affaires éco-responsables, technologies propres. Donc, le coordonnateur pourra dire « Je ne suis que le coordonnateur qui est le lien entre l'expert, les entreprises membres et le FAQDD pour assurer la coordination du projet en raison de mon rôle stratégique auprès des membres de la cohorte. » Il y a aussi le cas où le coordonnateur est à la fois expert de la cohorte. Donc, un expert peut vouloir offrir ses services, par exemple un service clé en main, qui pourrait s'adresser à la fois à plusieurs entreprises. Donc, pourrait aller faire le recrutement de certaines entreprises, dire, ben voici, j'ai plusieurs entreprises qui voudraient avoir ce service-là. Je vais monter un projet de cohorte dans lequel il y aura une économie d'échelle qui soit basée sur une mutualisation des ressources de certains services qui sont communs aux entreprises, d'économie d'échelle liée aux frais de déplacement. Donc, un expert peut à la fois jouer le rôle d'expert, accompagner les entreprises et être le coordonnateur de cette même cohorte-là. Et il y a le dernier cas où le coordonnateur est une des entreprises membres de la cohorte. Donc, certaines entreprises pourraient de façon très autodidacte dire, ben nous sommes par exemple 3 entreprises qui voudront réaliser un projet commun parce qu'on sait qu'on pourrait travailler ensemble, puis il y a matière à vouloir réaliser un projet commun. Et les entreprises identifient une d'entre elles pour assurer le rôle de coordonnateur. Donc, l'entreprise va assurer la coordination du projet. Elle va bénéficier, comme les autres, de l'accompagnement de l'expert, mais c'est elle qui va jouer le petit rôle de plus d'assurer la coordination, le lien entre le FAQDD et l'expert.
La seule exception qu'on a, c'est le ILIN adopté en bas ici de la diapo, où on voit qu'un expert qui accompagne les entreprises membres de la cohorte ne peut pas être à la fois membre de la même cohorte. Donc, il ne peut pas être membre et expert d'une cohorte. De façon graphique très simplifiée, ça, c'est l'exemple le premier cas que je vous donnais où il y a le coordinateur qui est le pôle central qui rassemble et assure le suivi auprès des entreprises membres de la cohorte. Le coordinateur retient les services de l'expert aussi. Et avec le FAQDD, il assure le suivi, donc il fait le dépôt de la demande et s'occupe de la reddition de compte auprès du FAQDD et l'interlocuteur quand le FAQDD a des questions, s'il y a quoi que ce soit un suivi, donc pour suivre la cohorte. En termes d'admissibilité, donc, on a une double admissibilité dans les projets dans les projets de cohorte. Dans le volet 1, entreprise, on doit voir si l'entreprise est admissible à recevoir du financement. Dans le volet cohorte, il y a une double admissibilité. Il y a tout d'abord l'admissibilité du coordonnateur. Donc, pour pouvoir coordonner une cohorte, vous devez être soit une association, un regroupement d'entreprises, une fédération de coopératives. Donc, tout organisme qui a des membres dynamiques, qui a justement un lien dynamique avec ses membres et qui a donc un positionnement stratégique pour pouvoir jouer le rôle de coordonnateur. Ça peut être une entreprise à but lucratif, une entreprise d'économie sociale, un organisme à but non lucratif qui n'aurait pas atteint les critères, qui ne serait pas reconnu comme une entreprise d'économie sociale selon les critères du programme, ou même une municipalité pourrait jouer le rôle de coordonnateur. Le coordonnateur doit assurément, peu importe son statut, avoir un établissement commercial au Québec et exercer ses activités depuis au moins 1 an. Le petit bémol, l'astérisque que vous voyez, c'est que si une municipalité peut jouer le rôle de coordonnateur, en revanche, étant donné qu'il s'agit de fonds publics, elle ne pourra pas réclamer de frais de coordination. On va arriver un peu plus tard aux frais de coordination. Sachez qu'en tant que coordonnateur, comme le rôle que vous jouez est stratégique, que vous dédiez du temps justement pour jouer ce rôle de coordinateur-là, de coordination, pardon. Donc, vous pouvez réclamer un certain montant de frais de coordination. En revanche, bien sûr, si vous êtes, comme je vous disais, une municipalité ou un organisme à but non lucratif, mais dont la personne qui serait dédiée à faire la coordination, son salaire serait déjà, par exemple, payé par des fonds publics, on ne pourra pas repayer encore la personne avec le programme de financement. Donc, c'est simplement de comprendre que, par exemple, un OBNL doit confirmer que les frais de coordination du projet ne sont liés à aucune autre contribution publique que celle du fonds EcoLeader pour, bien sûr, ne pas dédoubler le financement public qui pourrait être accordé. L'admissibilité, la deuxième admissibilité dont je parlais, ce sont celles des membres de la cohorte. Donc, l'admissibilité, quelles entreprises pourront recevoir du financement en tant que membres de la cohorte? C'est essentiellement c'est la même admissibilité que pour les projets de volet 1, c'est-à-dire qu'une entreprise pourra être membre de la cohorte si elle est une entreprise à but lucratif ou une entreprise d'économie sociale, selon les critères du programme, comme je vous disais. Ces critères-là étant que ce soit, pour être qualifié d'une entreprise d'économie sociale, bien sûr, c'est une entreprise qui doit respecter les critères de la loi sur l'économie sociale. Donc, c'est une coopérative, les mutuelles, les organismes à but non lucratif qui vendent ou échangent des biens et services pour répondre aux besoins de leurs membres de la communauté qui les accueille. Dans le programme, on a le critère que pour être reconnu comme une entreprise d'économie sociale, vous devez avoir un minimum de 40 % de revenus autonomes tirés de vos activités économiques. Et pour pouvoir valider tous ces éléments-là, on vous demande de remplir 2 formulaires, c'est-à-dire un formulaire d'autodéclaration où vous devez cocher la déclaration de certains faits qui vous permettent de confirmer que vous êtes bien, vous respectez bien les critères d'une entreprise d'économie sociale en vertu de la loi. Et un autre formulaire qui permet d'évaluer vos revenus autonomes pour s'assurer que vous répondez aux critères dont je vous ai parlé précédemment. Pour les gens qui veulent, les coordonnateurs qui veulent monter une cohorte dans le recrutement d'entreprise, si vous hésitez à savoir si une entreprise est qualifiée comme une entreprise d'économie sociale ou non, sachez que ces formulaires-là se retrouvent sur le site web du fonds EcoLeader. Donc, l'entreprise, logiquement, devrait pouvoir évaluer ces critères-là, mais en cas de doute,
vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter l'agent de votre région qui pourra aider. Mais comme je vous dis, au FAQTD, on est capable d'évaluer si une entreprise est évaluée comme une entreprise d'économie sociale ou non, selon les critères du programme, bien sûr. Tout ce beau monde-là doit avoir un établissement commercial au Québec, être légalement constitué, enregistré au registre des entreprises du Québec et incorporé en vertu d'une loi du gouvernement du Canada, du Québec ou du Canada. Donc, chaque entreprise membre de la cohorte doit avoir un numéro de NEC indépendant, doit être incorporé et enregistré au registre des entreprises de façon indépendante pour être une entreprise membre. Malheureusement, les entreprises individuelles ne sont pas admissibles ni au volet 1 ni au volet 2. Je vous réfère encore une fois au guide du demandeur si vous voulez voir les entreprises, l'admissibilité et la non-admissibilité de certaines organisations, certains organismes. Pour déposer un projet au Fonds EcoLeader, je vous le dis, on vous le répète, je pense que la meilleure façon, c'est vraiment de prime abord d'aller consulter les documents qui sont sur le site Internet fondsecoleader.ca, notamment le guide du demandeur. On a un guide du demandeur volet 1 entreprise, on a un guide du demandeur volet 2 cohorte d'entreprise. Comme Amélie le disait tout à l'heure, le guide du demandeur va être révisé prochainement en même temps que la révision des critères. Les formulaires aussi vont être révisés. Donc, beaucoup de documents vont être révisés. Ceux qui sont habitués de fonctionner avec les documents ou qui les ont déjà téléchargés, restez à l'affût, inscrivez-vous à l'infolettre pour rester à l'affût de l'annonce de ces nouveaux critères-là et sachez que les guides, les formulaires, tout ça va être adapté pour répondre à ces nouveaux critères-là. Donc, dans les guides, vous avez toute l'information dont vous avez besoin, clientèle admissible, type de projet admissible, non admissible, les montants maximaux d'aide financière pouvant être accordés, les dépenses admissibles, non admissibles, la procédure de dépôt de projet, les procédures de versement, l'information qu'on a besoin pour les redditions de comptes, tout se trouve dans le guide du demandeur. Mais bien sûr, il y a différents points, un peu comme une liste de tâches à faire quand vous voulez déposer un projet. Ce n'est pas nécessairement linéaire dans le temps, les points que je vous présente ici, mais simplement vous dire que, bon, je vous parlais de vérifier votre admissibilité, l'admissibilité des organismes membres de la cohorte, de vous en tant que coordonnateur, donc du projet pour voir ce qui peut être fait dans le guide du demandeur. En cas de doute, si vous voulez clarifier votre projet, je vous invite à contacter l'agent du Fonds EcoLeader de votre région. L'ensemble des agents sont sur le site web, justement, avec leurs coordonnées. Ils vont pouvoir vous aider à clarifier leur projet, à voir est-ce que la nature du projet répond bien aux objectifs du Fonds EcoLeader? Est-ce que les composantes de mon projet répondent bien, respectent bien les critères du programme? Est-ce que j'ai tous les documents dont j'ai besoin pour déposer un projet? Parce que bien sûr, pour nous, on a des délais de traitement de 4 à 6 semaines. On fait toujours le plus rapidement possible. Mais quand un projet n'est pas complet, le délai de traitement peut être plus long. Donc, l'agent peut vous aider à savoir si vous avez tous les documents en main. Donc, il peut vous aider, vous orienter dans le dépôt de votre projet. Et en cas de doute, justement, de l'agent, sachez qu'au FAQTD, on a notre équipe de programme qui peut venir, justement, confirmer certains éléments, certains faits. Donc, il y a tout ce roulement-là. On est plusieurs personnes à pouvoir vous aider là-dedans. Dans le processus de dépôt d'un projet, il y a de trouver vos membres. Je vous le disais tout à l'heure, le recrutement des entreprises membres doit être fait préalablement à la demande de financement. Donc, les entreprises doivent s'engager à prendre part au projet. Et on a sur le site web une lettre d'engagement que l'entreprise peut facilement signer. C'est un modèle de lettre qui est très simple, qui confirme l'engagement de l'entreprise dans le projet. Ça nous permet de valider justement l'admissibilité des entreprises membres, étant donné qu'on ne signe pas de convention avec elles, mais avec le coordonnateur. Et donc, c'est très, très important de pouvoir avoir ces éléments-là lors du dépôt de la demande de financement. Vous devez solliciter votre expert. Bien sûr, si l'expert n'est pas à la fois le coordonnateur, mais si vous êtes un coordonnateur qui n'est pas expert, donc vous devez solliciter l'expert. Première étape, vous assurer que l'expert soit inscrit au répertoire d'experts du Fonds EcoLeader. Seuls les experts qui sont inscrits au répertoire vont pouvoir réaliser des projets dans le Fonds EcoLeader. Et si ce n'est pas fait, invitez-le à s'inscrire au répertoire et demandez-lui de vous fournir une soumission qui va préciser les principaux détails du projet. Encore une fois, pour s'assurer qu'on ait en main tous les éléments pour faciliter l'analyse des projets qui nous sont soumis,
on a sur le site web un document qui s'appelle « Réalisation d'une soumission » qui s'adresse aux experts et dans lequel on dit tous les éléments qui devraient idéalement se retrouver dans la soumission pour s'assurer qu'on ait un portrait suffisant du projet pour pouvoir faire une analyse rapide du projet et voir tout ce qui s'y trouve. Donc, voilà, vous consultez ce document-là. Et une fois que vous avez tous ces éléments en main, eh bien, vous soumettez le formulaire, vous remplissez le formulaire d'aide financière pour le volet 2 et vous l'envoyez avec les annexes demandées à info@fondsecoleader.ca. Véronique, je te coupe un petit instant. En même temps, hein, tu peux respirer. Non, c'est merveilleux, c'est super intéressant. En fait, je voulais seulement rappeler, j'ai fait une petite erreur un petit peu plus tôt. Je vous disais d'écrire vos réponses, vos questions, en fait, dans la section chat. C'était une erreur de ma part. Donc, j'aimerais, si possible, que vous mettiez vos questions dans la section questions-réponses, donc Q&A. En tout cas, pour ma part, je le vois en bas de l'écran, à votre droite, à côté du bouton « Enregistrer ». Mais bon, peut-être que c'est un peu différent pour vous, mais c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir vraiment avoir toutes les questions. Donc, je suis vraiment désolée, on essaie de l'écrire aussi là, dans le chat, mais c'est l'endroit recommandé pour écrire vos questions. Et soyez assurés qu'on fera le suivi là, après le webinaire là, dans les prochains jours par courriel. Je te redonne la parole, Véronique. Merci. Merci, Amy. Très bonne précision parce que je sais que je vais vite. Comme je vous dis, on a beaucoup d'éléments à vous donner comme information. Donc, je tente d'aller le plus rapidement possible pour vous donner tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Pendant ce temps-là, c'est vrai que je pensais à l'administration des entreprises membres. Peut-être que ça va répondre à certaines questions, je ne sais pas. Sachez que les entreprises en démarrage sont admissibles aussi au programme. Ils vont simplement nous fournir des éléments supplémentaires. Tout est écrit dans le guide encore une fois, mais sachez que les entreprises en démarrage peuvent faire partie des entreprises membres d'une cohorte. Précision sur la facturation. Certains se demandent comment on fonctionne pour la facturation quand on est coordonnateur. Donc, tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que l'aide financière du Fonds Ecoleader, elle est envoyée au Fonds Ecoleader, au coordonnateur qui, lui, la redistribue aux membres de la cohorte par la facturation qui va être faite par la suite. On signe la convention de subvention avec le coordonnateur, donc c'est directement à lui qu'on envoie la subvention. L'aide financière, elle est versée en 3 versements. Donc, un premier versement de 50% suite à la signature de la convention. Un deuxième versement à la mi-projet, un versement de 30% suite à l'analyse et la validation de la conformité du rapport intérimaire qui est très simple en fait. C'est un état de situation du projet de façon très succincte. Qu'est-ce qui a été fait à date comme service pour les entreprises? Et c'est davantage pour voir quelles dépenses ont été engendrées là, à ce jour. Et la date de remise de tout ça est écrite bien sûr dans la convention. Et il y a enfin un troisième versement de 20% qui est réalisé à la fin du projet, suite à l'analyse et la validation de la conformité des documents attendus pour la reddition de compte finale. Une reddition de compte dont tous les documents sont annexés à la convention de subvention. On parle ici d'un rapport d'état des dépenses sur la base d'un formulaire qu'on vous propose. Il y a aussi un formulaire d'évaluation des résultats de projet dans lequel on vous demande, par entreprise, qu'est-ce qui a été réalisé dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise prévoit des investissements futurs? Quelles sont les retombées environnementales du projet, l'évaluation? Donc, on a un gabarit de rapport qui vous est demandé pour pouvoir faire le suivi du projet par entreprise. Et qui est fait sur la base, bien sûr, là, avec l'expert, sur la base de ce que l'expert donne comme information. Donc, les entreprises sont facturées et reçoivent une aide financière du Fonds Ecoleader proportionnellement aux services qui lui sont donnés par l'expert et le coordonnateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les montants peuvent différer d'une entreprise à l'autre à l'intérieur d'une même cohorte. Je donne un exemple très simple. On a un projet de cohorte avec 4 entreprises membres. Les entreprises ont des particularités différentes. On parle d'une entreprise avec 3 places d'affaires. On parle d'une entreprise avec 500 employés. On parle de plus petites entreprises avec simplement 5 employés. Donc, leur besoin d'accompagnement avec l'expert est différent. Donc, pour un projet dont les dépenses, le total des dépenses admissibles, quand on parle du
total des dépenses admissibles dans le tableau, c'est ce qu'on voit qui est le coût du projet. Donc, on parle des frais d'expertise de l'expert et des frais de coordination dont je vais vous parler tout à l'heure qui peuvent être facturés par le coordonnateur pour couvrir ces frais. Donc, l'aide financière du Fonds Includer qui est accordée, c'est 50 du total de ces dépenses admissibles-là. Et on voit que d'une entreprise à l'autre, parmi l'exemple qui vous est présenté là, bien, le coût de l'aide financière pour une entreprise va être de 5 000 puis pour une autre est de 1 250. Et c'est pour ça qu'on fait un suivi non seulement des résultats par entreprise, mais aussi des dépenses qui ont été octroyées pour qu'on puisse voir justement qu'est-ce qui a été accordé à quelle entreprise. Donc, j'ai vraiment, ici, on a fait un exemple très simplifié de factures qu'on pourrait voir parce qu'on voyait tout à l'heure dans le graphique que le coordonnateur engage l'expert. Donc, c'est le coordonnateur qui paie l'expert, qui paie les frais d'expertise dans un projet. Donc, l'expert est engagé. Il facture le coordonnateur avec la valeur totale des services offerts pour toutes les entreprises de la cohorte. Bien sûr, ces frais d'expertise sont taxables. Après, il y a les frais de coordination pour un montant maximal de frais admissibles. Les frais de coordination qui sont admissibles au programme, c'est un montant maximal de 10 des dépenses admissibles du projet, jusqu'à concurrence de 25 000 et ce, peu importe le nombre d'entreprises qu'il y a dans le programme. C'est à ne pas le mélanger avec des frais d'administration parce que je vais vous montrer tantôt qu'est-ce qui peut faire partie des frais de coordination. Ce ne sont pas des frais d'administration, mais bien surtout le temps dédié à la personne qui va faire le lien entre tous les éléments de la cohorte. Et donc, par exemple, on aurait donc le coordonnateur qui paie l'expert, la facture de l'expert, qui reçoit la subvention et sur la base de ces éléments-là, va émettre une facture à l'ensemble des entreprises membres de la cohorte selon propre aux services qu'elles ont chacune reçus en disant voici les services qui ont été rendus par l'expert, la valeur, plus les frais de coordination que ça représente pour vous en tant qu'entreprise, sur laquelle s'applique une subvention du Fonds Includer de 50 donc on enlève le montant de la subvention. Et le cas échéant, s'il y a d'autres contributions publiques ou privées qui viennent réduire le montant à payer par l'entreprise, donc on le déduit aussi. Et donc, finalement, l'entreprise va payer un montant au coordonnateur pour rembourser les frais d'expertise qu'elle a reçus de l'expert et le frais de coordination qui lui revient. Quand on parle de frais de coordination, on parle des dépenses des honoraires pour le suivi du projet et la reddition de compte. Donc, la personne, le temps consacré par la personne. Il y a des frais de communication interne aussi, bien sûr, parce qu'on parle de partage d'outils, d'informations, de partage d'expériences. Il peut y avoir des frais de communication externe, certaines promotions, annonces publiques qui sont faites par le coordonnateur pour mettre en valeur la cohorte. Certaines entreprises vont vouloir dire, bien, nous, on veut être reconnus comme des leaders dans notre secteur d'activité, donc on veut que notre projet de cohorte soit diffusé. Et il y a des frais d'administration qui peuvent être chargés par le coordonnateur jusqu'à 10 des frais de coordination. Les frais qui sont non admissibles, c'est tout ce qui est lié au recrutement, comme je vous disais. Avant, pendant, après le projet, les frais liés au recrutement ne sont pas admissibles, ne sont pas couverts par le Fonds Includer. Et tout ce qui est les frais liés au dépôt du projet aussi, donc la préparation de la demande, le dépôt de la demande ou la préparation de dépôt de demande de financement à tout autre programme dans le cadre du projet ou suite au projet. Donc ça, c'est non admissible. Qu'arrive-t-il si un membre de la cohorte se désiste? Là, on a basé vraiment le webinaire qu'on fait aujourd'hui, on l'a basé beaucoup sur les questions qu'on a reçues à ce jour. Donc, ce sont des éléments qui peuvent arriver. Parfois, le membre d'une cohorte se désiste pour une raison X. On l'a vu dans le contexte de la COVID, certaines entreprises ont été plus touchées par la crise. Donc, le premier scénario, vous pouvez remplacer le membre de la cohorte par une autre entreprise membre à n'importe quel moment du projet. Vous devez bien sûr, la première étape, valider l'admissibilité du nouveau membre auprès de votre chargé de projet au FAQDD, parce que sachez qu'on a une équipe de chargés de projet au FAQDD et vous avez une personne qui vous est attitrée pour vous aider à faire le suivi de votre projet. Vous devez faire signer la lettre d'engagement et la faire parvenir au FAQDD. Donc, nous aviser qu'une entreprise se désiste.
nous confirmer qu'une autre entreprise viendra prendre la place de cette entreprise dans la même cohorte et envoyer au FAQTD la nouvelle date de fin de projet, le cas échéant. Est-ce que ça influence la date de fin de projet? Donc, on doit savoir l'impact que ça aura sur le projet de cohorte. Bien sûr, quand on fait un échange d'entreprise comme ça, il n'y a pas de modification du montant d'aide financière accordée par le fonds Equileader. En fait, en aucun cas, il y a une modification du montant d'aide financière accordée par le fonds Equileader, à moins, sauf pour le scénario 3 que je vais vous présenter. Un membre se désiste, vous n'avez pas pu trouver un autre membre, vous pouvez bonifier l'accompagnement des membres restants s'ils le souhaitent, bien sûr, parce que bien sûr, ils doivent payer la contrepartie qui n'est pas absorbée qui n'est pas subventionnée par le fonds Equileader. Donc, si un membre se désiste, par exemple, que le projet, il y avait un 5 000 $ qui lui était dédié, puis avec ce 5 000 $-là, vous pourriez bonifier l'accompagnement, donner plus d'heures aux autres entreprises membres de la cohorte si elles le désirent. Vous avisez, vous avisez le FAQTD de la situation. Vous validez l'admissibilité de la bonification possible. Donc, le changement dans le projet, est-ce que c'est possible? Coût de réalisation, tout ça, parce que bien sûr, on fait un suivi des projets et donner encore une fois au FAQTD la nouvelle date de fin de projet, le cas échéant. Donc, on doit pouvoir voir qu'il y a une réelle bonification dans l'accompagnement, plus d'heures, par exemple, d'accompagnement. Le dernier scénario étant une entreprise se désiste, vous n'avez pas pu trouver un autre membre pour la remplacer et vous préférez terminer le projet comme il a été conventionné, mais sans remplacer l'entreprise. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est que l'aide financière qui était dédiée à cette entreprise-là qui s'est désistée, nous allons la retirer. Donc, nous allons réviser l'aide financière totale en fonction du nombre d'entreprises restantes qui aura au final réalisé le projet. Et donc, on va réviser l'aide financière en fonction de la facturation qu'on va avoir pour les services reçus par l'expert, frais de coordination, etc. Donc, encore une fois, aviser le FAQTD de la situation, on va regarder ça ensemble, on va regarder les montants et préparer votre édition de compte comme prévu. Puis nous, on va ajuster sur les versements subséquents l'ajustement de l'aide financière, bien sûr. Je fais vite, je vois le temps qui file. Donc, rapidement, sachez que on vous demande de faire une évaluation des retombées économiques, sociales et environnementales des projets financés par le fonds Equileader. Vous allez voir cette bonification-là arriver dans les outils de suivi aussi. On va le demander dans le gabarit, pas le gabarit, mais le document de réalisation d'une soumission d'experts, en ce sens où on veut être mieux à même de mesurer les retombées du projet des entreprises pour permettre à l'entreprise de bien mesurer l'impact de son projet, de voir en quoi ce projet-là a été efficace, efficient, l'économie que ça lui a donné en termes de coûts, ce que ça a donné aussi comme bilan de l'amélioration du bilan environnemental de l'entreprise. Donc, c'est important pour l'entreprise d'être au fait de ce que le projet lui a donné concrètement comme résultat. Ça lui permet aussi pour ceux qui voudront parler et faire de la communication sur leur projet de diffuser et de démontrer ce que ça a donné comme impact, que ce soit un impact au niveau de l'environnement, un impact au niveau social dans son entreprise. Et donc, on est en train de monter tout des exemples d'impact qu'il pourrait y avoir pour mieux mesurer au fonds Equileader aussi l'impact du programme, qu'aura eu le programme dans l'écosystème entrepreneurial du Québec. Donc, au final, combien de GES on va avoir évité avec nos projets qu'on va avoir soutenus. Donc, combien d'emplois on va avoir réussi à maintenir ou de création d'emplois que ça va avoir réussi à faire dans l'écosystème des affaires du Québec. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir et développer et cultiver cette culture-là de la culture évaluative d'un projet qu'on fait pour le bien fondé de la personne qui reçoit le projet, qui réalise le projet, mais aussi pour le rayonnement que ça peut avoir et la démonstration, le leadership qu'on peut avoir dans notre secteur d'activité si on veut pouvoir en faire parler, puis amener d'autres entreprises à embarquer dans le mouvement comme ça. Les indicateurs de suivi, on demandait justement, bon, je vous dis que ça va, on le demande directement dans la réalisation d'une soumission. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si un expert prévoit évaluer le nombre de GES évités, des fois, on n'aura peut-être pas un calcul exact, mais on va être capable d'évaluer combien on prévoit pouvoir éviter, combien on prévoit en coût pouvoir éviter à l'entreprise, aussi annuellement quand on parle d'efficacité énergétique. Donc, c'est bon de démontrer à l'entreprise qu'avec le projet, l'entreprise pourrait éviter tant de GES, pourrait avoir des économies d'un montant X annuellement
éventuellement. Donc, quand on le prévoit en amont du projet, on peut mieux le mesurer par la suite et mieux le démontrer. Et tout ça, ça va se faire, comme je vous dis, dans les outils de suivi, dans les fiches d'évaluation des résultats du projet, de façon très simplifiée, bien sûr, parce qu'on sait que le temps de tout le monde est précieux. On essaie de faire des redditions de comptes qui est le plus simplifié possible, qui nous permettent de récolter l'information dont on a besoin, puis qui est nécessaire à l'entreprise pour voir l'impact du projet aussi. Mais on est conscient que pour tout le monde, là, on veut que ce soit le plus simple possible en termes de reddition de compte. Quelques exemples. Et là, je vais encore une fois top chrono vous montrer des exemples de projets de cohorte qui ont été réalisés, pour lesquels on a eu le OK pour en parler. Parce que sachez qu'un projet de cohorte comme ça, on demande toujours, nous permettez-vous d'en parler ou non, parce qu'il y a certains éléments de sensibilité parfois, hein, on est conscient de ça. Donc, un premier exemple de projet de cohorte, c'est la cohorte de la coopérative horticole Groupex qui regroupe 37 membres de la cohorte. Et ce sont toutes des entreprises d'un même secteur d'activité parce qu'en réalité, ce sont les membres de la coopérative qui est le coordonnateur, qui a joué le rôle de coordonnateur. Et c'est un projet d'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables pour les entreprises du secteur paysager. Donc, vous voyez qu'il y avait comme une raison là, de se regrouper en termes de secteur d'activité et ne serait-ce que parce que ce sont des membres d'un regroupement de la coopérative. Donc, l'expert ADER réalisait autant des études, un plan d'action pour le passage à l'action et l'accompagnement dans la mise en œuvre du plan d'action pour les entreprises membres de la cohorte, avec comme objectif de projet d'implanter une démarche de développement durable qui soit structurée à l'échelle du secteur d'activité dans lequel ils sont, mais tout en prenant compte des particularités de chaque entreprise. Donc, il y a une démarche de développement durable globale avec un système personnalisé d'amélioration continue de chaque entreprise et en prenant en compte aussi les enjeux, les particularités du secteur d'activité, du secteur paysager. Dans ce projet-là, on avait des économies d'échelle par la mutualisation d'activités et d'outils que développait l'expert pour pouvoir répondre à l'ensemble aux besoins de ces 37 membres-là. Donc, le coordonnateur s'assurait du suivi administratif. Groupex s'est assuré du suivi administratif du projet, de la communication, parce que, bien sûr, il voulait faire rayonner, il a bien fait rayonner son projet. Et il y a vraiment une implication pour pouvoir assurer le succès du projet auprès de ses membres parce qu'il y avait à cœur que le projet réponde aux besoins de ses membres. Lui aussi, de pouvoir démontrer de faire autrement dans son secteur d'activité, que ses membres puissent améliorer leur bilan environnemental et leur compétitivité. Un autre exemple de projet de cohorte, c'est un projet qui vise la réalisation d'un projet commun à l'échelle régionale. Donc, c'est la cohorte réalisée par l'expert coordonnateur Induction Géothermie, un projet de cohorte avec 4 membres. C'est un projet qui visait la préparation à l'adoption d'une technologie propre et les membres de la cohorte, les entreprises, souhaitaient mutualiser des ressources et les équipements pour trouver une solution commune. Pour pouvoir, en réalité, le projet, ce que ça fait, ça visait à implanter une boucle de chaleur collective pour permettre de chauffer et climatiser les nouvelles places d'affaires qui allaient être mises en place, mais qui vont être mises en place par ces 4 entreprises-là. Donc, les 4 entreprises qui prévoient construire une place d'affaires à l'écodomaine des Forges, donc un nouveau développement immobilier et en prévision de faire ça, ils voulaient pouvoir prévoir, dire, nous, ce serait intéressant qu'on ait une boucle de chaleur, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve une solution commune, parce qu'on est 4 entreprises et ça, on pourrait se nourrir de ça ensemble. Et donc, Induction Géothermie a donc fait les études nécessaires avec le plan et l'accompagnement de ces entreprises-là. Donc, c'est l'expert qui coordonnait à la fois le projet avec les entreprises selon les différents besoins des entreprises membres, parce qu'ils n'avaient pas tous les mêmes besoins, outre le fait de créer ce projet commun-là. Et il assurait la communication interne entre les entreprises. Bien sûr, il y avait aussi une économie d'échelle liée aux frais de déplacement de par l'aspect régional du projet. Un autre exemple de projet de cohorte qui vise encore une fois la réalisation d'un projet commun, car à l'échelle régionale, il y a la cohorte de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville, un projet de 4 membres du secteur du commerce de détail.
Donc, la Chambre de commerce, en tant que regroupement d'entreprises, de par son rôle stratégique auprès de ses membres, a joué le rôle de coordonnateur et a engagé l'expert Groupe Triton, qui a fait études, plan d'action et accompagnement pour aider les entreprises à adopter des pratiques d'affaires sur l'éco-responsabilité, l'éco-conception, pardon, pour pouvoir optimiser l'emballage des produits vendus en ligne. Et ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est que c'est vraiment un projet d'adaptation au contexte de la COVID parce que les entreprises, en contexte de crise, ont dû vendre leurs produits en ligne et voulaient s'assurer d'avoir un minimum d'impact avec la vente des produits en ligne. Donc, ils ont mandaté l'expert pour pouvoir voir comment mieux faire, comment justement optimiser l'emballage des produits vendus en ligne. Donc, le coordonnateur a suivi le suivi du projet auprès de l'expert. Donc, quels étaient les livrables, les résultats pour chaque entreprise. Et il a aussi fait le suivi auprès des entreprises, bien sûr, et il a fait rayonner le projet. Un autre exemple, il me rajoute 2 exemples, donc n'est bon, je sais qu'il est déjà 11h30, j'ai presque terminé. Un autre exemple de projet de cohorte, ce sont les entreprises, encore une fois, d'un même secteur d'activité. Un projet de cohorte qui est coordonné par l'expert qui est maillon vert pour amener 25 entreprises membres, les 25 entreprises membres de la cohorte à adopter des pratiques d'affaires éco-responsables. Ce sont toutes des entreprises qui sont constituées de pharmacies et de cliniques vétérinaires. Elles ont toutes été recrutées. L'expert a dit, moi, j'ai une offre de service qui est clé en main, qui vise à faire une démarche de développement durable qui est structurée sur la base d'un premier diagnostic, d'un plan d'action, en proposant des actions. Et selon ce que l'entreprise va vouloir faire dans les actions qui lui sont proposées, on va leur proposer de l'accompagnement dans l'implantation des actions qui vont avoir été priorisées, que ce soit en achat, en énergie, en transport, en matières résiduelles. Donc, vous voyez que c'est une offre de service qui s'applique à plusieurs pharmacies, donc elle peut être commune. Donc, l'expert est allé recruter des membres pour offrir ce service clé en main-là à ses membres, a joué aussi le rôle de coordonnateur, bien sûr, de toutes ces personnes-là. Et il y avait vraiment, je vous parlais au début de l'esprit de cohorte avec le partage d'expérience. Toutes les entreprises membres, ou presque cette entreprise membre de cette cohorte-là, en étaient à une première démarche de développement durable. Donc, l'élément de partage d'expérience, de partage de ressources a été aussi bénéfique pour les entreprises qui ne se sont pas senties seules dans cette première démarche-là, ont pu pouvoir se nourrir de l'expérience des autres aussi en cours de projet. Donc, un projet de type un peu différent. Donc, vous voyez le genre de cohorte qu'on peut réaliser. Et je terminerai avec ce dernier projet-là qui est un projet dont les entreprises avaient encore une fois un projet commun en technologie propre, donc de préparation à l'adoption de technologies propres. C'est un projet qui était avec Enerprox comme expert et coordonnateur pour regrouper 3 entreprises manufacturières qui œuvrent toutes dans la fabrication de produits à utilisation industrielle du secteur thermique. Et le projet, ça avait pour objectif d'apporter des solutions d'intégration de technologies propres au bâtiment de ces 3 entreprises-là, parce que les 3 entreprises avaient un enjeu un enjeu de réduire leur consommation de combustibles fossiles et aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs activités de transformation. 3 entreprises qui veulent atteindre le bilan net zéro carbone, un cadre de référence pour les bâtiments à carbone zéro. Et donc, bien que chaque bâtiment présentait des particularités différentes, l'expert a quand même réussi à faire une cohorte avec ça, en évaluant chaque bâtiment, comme je vous disais, mais en mutualisant les ressources dans la recherche de solutions, parce que les solutions qui étaient présentées à une pouvaient être bonnes pour l'autre aussi. Donc, une recherche de solutions communes, adaptée aux particularités de chaque entreprise, avec, comme je vous disais, dans ce cas-là, on a vu vraiment une aide financière proportionnelle aux actions qui ont été réalisées et proposées. Donc, ce sont des exemples. Il y en a plein d'autres. On a beaucoup de beaux projets de cohorte. Les projets de cohorte permettent vraiment de donner un grand coup d'envoi pour aider beaucoup d'entreprises à passer à l'action. Je crois que c'est utile. On est sincèrement convaincus que c'est utile autant pour les entreprises qui vont trouver des solutions communes, qui vont y chercher un partage d'expérience, qui vont s'enrichir de ces projets-là, que pour les coordonnateurs aussi qui réussissent comme je vous disais au début, à aller chercher toute l'information puis de la matière pour mieux jouer un rôle, que ce soit un rôle stratégique auprès des membres,
Donc, peu importe le statut que ça aura, il y a toujours un retour d'expérience qui est très enrichissant avec les projets de cohorte. Ça fait le tour de ce que j'avais à lire. Amélie, tu nous fais un beau mot de la fin comme tu es si bonne pour le faire? Ben écoute, ça va être dur parce que tu as fait une belle présentation. On voit les commentaires, là, justement. Les commentaires sont très, très positifs. Effectivement, beaucoup d'amour qui a été mis dans cette présentation-là. Puis on sait que c'est une façon de faire un peu différente. Donc, on voulait prendre le temps. Et puis, je pense que Véronique l'a fait avec brio. Donc, merci. Je vais terminer en disant que pour la prochaine année, un de nos objectifs sera de toucher beaucoup les associations sectorielles. En fait, on a beaucoup de demandes par rapport aux associations sectorielles. On voit que la plupart ont un intérêt pour être coordonnateurs de cohorte aussi, justement pour aller chercher cet effet-là stimulant. Ils sont bien placés pour monter des projets de cohorte, justement, essayer de faire un effet à travers leur secteur d'activité, toucher les enjeux vraiment qui sont communs. Donc, on voit que c'est vraiment une belle porte d'entrée vers les entreprises. Donc, si jamais dans votre recrutement d'affaires, si vous êtes une association sectorielle, ou si dans votre recrutement d'affaires, vous avez dans votre ligne de mire des associations sectorielles, bien, sachez qu'il nous ferait plaisir de prendre contact avec elles, justement pour leur présenter le programme, peut-être effectuer une présentation aussi des opportunités qui pourraient être offertes par le Fonds EcoLeader. Bien entendu, ce ne serait pas une présentation commune parce que, bien sûr, comme on est gestionnaire du programme, comme on analyse les demandes de financement, on se garde toujours un petit espace de neutralité par rapport aux experts, mais bien sûr, on peut faire ce travail-là et après ça, vous pouvez faire votre démarchage, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une sorte de collaboration, bien sûr. Donc, si vous avez effectivement des associations sectorielles ou des regroupements en tête, n'hésitez pas à nous contacter au FAQDD. En fait, là, par les adresses qui sont faciles à trouver sur le site web. Vraiment, il va nous faire plaisir de vous donner un coup de main indirectement là, dans ces beaux projets de cohorte-là. Encore une fois, merci à tous. On ne vous abandonne pas. Il y a plusieurs questions. Je pense que plusieurs des questions ont été répondues au fil de la présentation de Véronique, mais quand même, on va s'assurer de les prendre toutes en note, de vous répondre dans ce courriel qui contiendra à la fois le diaporama qui a été présenté aujourd'hui, les réponses à vos questions, mais aussi le lien vers l'enregistrement de la présentation. Donc, voilà, encore une fois, un gros merci pour votre collaboration. On sait que les experts sont vraiment une partie là, essentielle là, du travail qu'on fait actuellement là, au sein de l'écosystème. Donc, vraiment, mille merci. Puis, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, vos suggestions aussi. Je vais des suggestions par rapport à la mesure des impacts du programme. Donc, tout ça sera noté. Et puis, c'est un réel plaisir de collaborer avec vous. Là-dessus, bonne fin de journée et essayez de profiter du soleil malgré tout ce beau travail que nous avons tous dans le domaine des TP et des pratiques d'affaires éco-responsables. Merci. Au revoir.